Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé et il est temps de faire quelques points sur les annonces. Alors si je fais cette vidéo un peu à l'improviser, c'est pour trois choses. La première, c'est pour tester le micro que j'ai acheté récemment et qui devrait pouvoir faire une amélioration du son en principe. Si jamais il n'y a pas de souci, normalement vous devriez constater une amélioration de la qualité. N'hésitez pas à me faire vos retours si jamais je conserve le son du micro. Voilà, ça c'était pour la première annonce. Pour la seconde annonce, il y a eu quelques perturbations au niveau des critiques et au niveau des vidéos à sortir parce que pendant une semaine, je me suis pris des vacances à Lille. Je me suis pris donc des vacances à Lille en gros, ça m'a un peu perturbé au niveau des sorties. C'est pour ça que les deux dernières critiques, The Circle, Spider-Man Homecoming et Ozzy la Grande Évasion, ont mis du temps à sortir. Actuellement, au niveau des critiques, j'ai écrit Valérian et deux autres critiques, Dunkerque et Baby Driver. La critique de Cars 3 est actuellement écrite et la critique de La Planète des Singes, donc ces écritures-là, l'écriture de Cars 3 est en soi en cours et je vais bientôt attaquer l'écriture de La Planète des Singes 3 et j'espère pouvoir tourner toutes ces critiques cette semaine. Troisième petite annonce, j'ai posté récemment sur mes réseaux sociaux un sondage straw poll pour effectuer, en fait pour voir quelles étaient selon vous les meilleures adaptations Stephen King. Alors ce sondage a été fait dans le cadre évidemment de la sortie de la Tour Sombre qui devrait sortir demain en France à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc je me suis dit pour faire un petit hommage et pour tester un peu la qualité du micro, de faire un petit sondage sympa sur quelles étaient selon vous les meilleures adaptations des livres de Stephen King. Alors il faut savoir que La Tour Sombre, c'est pas n'importe quel livre Stephen King. C'est un livre c'est une série de romans en plusieurs volumes qui regroupe en gros beaucoup d'œuvres de l'univers de Stephen King. Alors, j'ai pas les œuvres en tête. Il y a Shining qui est relié à la Tour Sombre. Il y a ça qui est relié à la Tour Sombre. Il y a un méchant qui s'appelle Randall Flagg que l'on retrouve dans plusieurs œuvres de Stephen King et qui se trouve être dans l'un des principaux antagonistes de la Tour Sombre. Et il y a le roi cramoisi qui est le méchant principal de la Tour Sombre et dont on fait plusieurs références dans les livres de Stephen King. Et donc, étant donné que c'est une œuvre centrale dans la bibliographie de Stephen King, je me suis dit pourquoi ne pas faire justement un sondage sur les meilleures adaptations de Stephen King. Alors, je n'ai pris que les adaptations que je connaissais, évidemment. Donc, ce qui nous fait un total de 14 films. Alors, il y a au total 5 films qui n'ont pas eu de vote. Dont 2 qui me surprennent au niveau de l'absence de vote, à savoir Cujo et Christine. Je me suis dit que ça allait être plutôt des films qui allaient se situer dans les premiers, faut croire que j'ai eu tort. À la toute dernière position, donc à la 9e place, on retrouve Running Man. Running Man, c'est un très vieux film qui, de ce que je me souviens, n'est pas du tout à une bonne adaptation, mais reste un film sympathique. C'était avec Arnold Schwarzenegger. C'était sur un homme qui devait passer des épreuves, des sortes de jeux du cirque diffusés à la télévision et qui devait affronter des criminels. Un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune parce que bon déjà pour un film tout public, parce que j'ai pu le voir jeune, c'était quand même un film assez violent avec des morts assez violentes. Je me souviens d'un gars qui tuait ses victimes avec une tronçonneuse et sur une moto. Je me souviens d'un gars qui cramait les gens vivants. Celui-là, c'était le moins marquant. Il y avait Bezo. Bezo, c'était c'était l'homme qui pilotait une voiture et qui savait manipuler la foudre. Mais de ce que j'ai entendu dire plus tard, c'était un film qui était pas du tout fidèle à l'œuvre originale.
qui était beaucoup plus axé sur la survie, beaucoup plus axé sur les jeux que ne l'était ce film, parce que ce film reste assez convenu malgré tout. Il y a un grand méchant, il y a un gentil qui doit passer les jeux du cirque. Alors pour aujourd'hui c'est assez convenu et ça rappelle assez Ultimate Game, un film beaucoup plus récent. Mais à l'époque, je me souviens que c'était pas si souvent qu'on avait une intrigue tournant sur un héros qui devait passer des jeux télévisés pour atteindre le grand méchant du film. En 8e position, nous avons La Tempête du siècle. La Tempête du siècle qui, je crois, oui, c'est le seul téléfilm du classement. C'est un téléfilm qui est sorti en 2003, qui, je me souviens, pour un petit téléfilm à petit budget sans prétention, était plutôt quand même bien foutu. Il y avait une bonne tension, il y avait une bonne histoire surtout, et moi ce qui m'avait marqué surtout c'était la fin de La Tempête du siècle, qui remet en question la morale humaine, et qui remet en question aussi qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour sauver votre peau, pour sauver votre enfant. Vous comprendrez en allant voir ce film. Personnellement, c'est un petit téléfilm que je vous conseille. C'est oui, je peux le dire. C'est le meilleur téléfilm de Stephen King, quoique... Non, il y avait ça est revenu, qui était aussi un téléfilm à la base, mais qui a été recoupé en cassette. Mais c'est l'un des meilleurs, en tout cas, La Tempête du siècle. En scène qui m'avait marqué, justement, c'était la scène de fin. C'était toute même pas la scène, l'acte final. L'acte final était surprenant parce que, de ce que je me souviens, les gens, plutôt que de combattre le mal, plutôt que de combattre le méchant du film, ils préféraient se soumettre à lui. Et le film se termine comme ça se termine sur une soumission des protagonistes envers l'antagoniste. Et ça, pour un petit téléfilm qui est censé être tout public, c'était plutôt couillu à l'époque. En 7e position, nous avons le film The Mist, donc film qui lui aussi remet en cause la nature humaine et la morale. The Mist, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça parlait de personnes qui étaient bloquées dans un magasin par un brouillard dans lequel on pouvait voir certaines créatures, avec une bonne gestion de l'attention, ça fait aussi partie des films de Stephen King où la fin est assez pessimiste et assez ironique en fait. Je me souviens plus tellement de quelle fin ils avaient choisi. Je me souviens qu'il y avait deux fins alternatives, une où le gars se suicidait et une où le gars au final il y avait, je crois que c'est la fin où le gars ne se suicidait pas au final. Je crois que la fin qui a été conservée c'était la fin où le gars n'était pas mort, mais où les secours étaient arrivés justement à la toute fin quoi. Et en soi c'était tu te dis, c'est une ironie morbide, c'est un peu, Stephen King, il a le chic pour beaucoup de ses films, de mettre en place une certaine ironie morbide, un certain second degré, qui à la fois fait de la peine, fait grincer des dents parce que c'est horrible ce qui arrive aux personnages principaux, mais en même temps que des fois tu te dis mais t'as presque envie de te facepalmer la gueule, quoi. En 6e position, nous avons Misery, l'une des plus vieilles adaptations de romans de Stephen King, donc qui parle d'un écrivain qui se fait piéger par une de ses propres fans. Je me souviens un peu de l'actrice principale qui jouait le rôle de l'infirmière qui emprisonnait l'écrivain. Elle était géniale, cette actrice. Elle était géniale. Alors c'est beaucoup dans la gueulante, c'est beaucoup dans le surjeu, mais le truc c'est que comme c'est censé être une véritable fanatique, une véritable paranoïaque, enfin pas paranoïaque, non, une véritable psychopathe, le surjeu c'est quelque chose d'approprié, c'est quelque chose de vachement bien à intégrer dans un film comme ça, avec une séquence. Alors au départ cette séquence elle me faisait un peu crisper, mais sans plus. Depuis que j'ai eu une triple fracture de la cheville gauche, je n'arrive plus à regarder l'une des séquences de Misery. Bon, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est... Rien qu'en y pensant, moi ça fait... Moi j'arrive plus à la voir cette séquence, elle me fait trop mal quoi. Et en soi, bon, de ce que je me souviens, le film se termine de manière assez convenue.
mais ça reste quand même un film très intéressant sur le fanatisme, sur enfin le fanatisme envers un artiste, hein, le piédestal qu'offrent certaines personnes envers les artistes et jusqu'où cette adoration peut aller. Et quand on constate jusqu'à quel point certaines personnes sont prêtes à défendre, sont prêtes à faire pour se faire remarquer de leurs artistes, on se dit que ce film, au final, n'est pas si loin de la réalité. L'un des meilleurs exemples, ça reste John Lennon qui s'est fait abattre par un de ses propres fans, quoi. En 5e position, nous avons Chambre 1408. Alors lui, ça m'étonne de le voir si bien placé, parce que je vais peut-être me faire lyncher, mais de ce que je me souviens, le film, il n'était pas si extraordinaire, quoi. Je veux dire, il y a une tension, il y a une bonne construction de la mythologie autour de la Chambre 1408, mais au-delà de ça, c'est pas un film qui, dans mes souvenirs, qui cassait 3 pattes à un canard. C'était pas un film extraordinaire par rapport à d'autres. Vous voyez, par exemple, Chambre 1408, ça m'aurait pas étonné qu'il ait pas de vote. Mais bon. Après, il faut dire ce qui est. On a des personnages plutôt attachants. On a Samuel Jackson et John Cusack qui font un bon duo. Moi, ce qui m'horripile un peu, c'est que c'est un film qui avait tellement de quoi se baser sur son ambiance dans la Chambre 1408 et qui, au final, je trouve, n'exploite pas si bien son ambiance. Je trouve qu'on est vraiment dans le côté, il se passe beaucoup de merde dans la chambre, il se passe beaucoup de choses, mais au final, c'est pas si horrifique. Ça fait un bon thriller fantastique, mais c'est pas si horrifique. Remarquez, la plupart des films de Stephen King sont plus des thrillers horrifiques que des thrillers, que des films d'horreur. En 4e position, Mon enfance, ça, il est revenu. Ça, il est revenu. Alors oui, lui aussi c'était un téléfilm, le meilleur donc téléfilm d'adaptation de Stephen King, avec le grand Tim Curry, qui ne se souvient pas de cet enfoiré de Gripsy Clown. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on le voit, quand on le voit en tant qu'adulte, c'est sûr ce film ne fait pas aussi peur que quand on le voit enfant. Il y a beaucoup de scènes maintenant, quand on les regarde, on se dit, oh, c'est grave. Mais quand on grandit avec ce genre de film, moi, je me souviens, la première fois, ce film m'avait terrifié. Ce film, je n'osais pas le voir. Je devais avoir 10 ans, comme ça. 8-10 ans. Quand j'ai vu le film Ça pour la première fois, j'osais pas le regarder. Il me faisait peur, quoi. Alors aujourd'hui, je le revois avec des séquences qui aujourd'hui me font rire. La séquence de la bibliothèque, elle est marrante, cette séquence. Mais même s'il ne fait pas aussi peur, ça reste quand même un film de très bonne facture pour l'époque, même si les effets spéciaux sont un peu dégueulasses. D'ailleurs, ça me fait penser, en voyant Ça, il est revenu. On a le remake qui va sortir au mois de septembre, il me semble. Septembre, octobre? Non, le 23 septembre, il me semble. Il me semble que c'est le 23 septembre. On a le film, le remake, donc, qui va sortir très bientôt. Je suis en train de me demander, étant donné que Ça, il est revenu, fait partie des œuvres liées à la Tour Sombre, je crois par un truc qui n'est pas expliqué dans le film, mais je crois qu'il y a une histoire de gardien de la Tour Sombre qui serait l'ennemi de Ça dans le livre. Je veux dire, est-ce que par hasard on ne se préparait pas à faire Stephen King Cinematic Universe? Pourquoi pas, hein? Après tout, en ce moment, des Cinematic Universe, on en a pour tout et n'importe quoi, alors pourquoi pas Stephen King? En 3e position, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma. C'est un film que j'ai trouvé, que je trouve assez simpliste, en fait, dans sa manière de raconter l'histoire. Avec au final pas de moments atroces. Il y a une scène gore au niveau du sang de porc, mais sinon c'est pas vraiment un film qui va nous horripiler. Par contre, je dois reconnaître un truc, le traitement de la religion en fait, c'est un film dans lequel on y trouve une souffre-douleur, donc Carrie, qui se fait malmener par tout le collège, avec une scène notamment lors des vestiaires où elle a ses règles pour la première fois. Ça montre aussi comment certaines formes d'éducation ne préparent pas à l'environnement extérieur. Parce que tu te dis, la fille, elle serait avec une mère normale,
entre guillemets, qui n'aurait pas pris chaque événement de la sexualité comme un péché mortel. C'est d'ailleurs ce qui arrive, hein. Elle l'enferme dans une cave, il me semble, parce que sa fille a eu ses règles, et se dit, si ma fille était pure, elle ne serait pas frappée par le sang. C'est totalement n'importe quoi. Et voilà, c'est le film où en fait on se dit, où un petit peu, c'est une manière un peu brutale de représenter la perte de l'innocence en fait. C'est une manière brutale de le refaire parce que on part d'une fille assez timide, un peu repliée sur elle-même, qui découvre pour la première fois qu'elle peut avoir des règles et donc n'est pas préparée à ça et panique, qui se fait malmener souvent à l'école, à une fille qui peut tuer toute une salle de bal rien qu'avec ses pouvoirs psychiques, juste pour se venger. On passe de la petite fille innocente sans défense à la fille qui est capable de tuer tout ce qui bouge. Donc voilà, c'est un film plutôt intéressant, bien que pas très horrifique et bien que pas très impressionnant en soi, surtout la première version qui a pas mal vieilli à ce niveau-là. En deuxième position, Shining de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. Évidemment, je m'attendais à ce qu'il soit premier, mais bon, la première place c'est aussi mérité, vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Shining de Stanley Kubrick, qui n'était pas si populaire que ça à sa sortie. Il y a plein de vidéastes qui en ont déjà parlé avant moi, mais il faut savoir que Shining a été beaucoup décrié à sa sortie, à tel point que lors des Razzie Awards, c'est une cérémonie qui est censée récompenser les plus mauvais films, Stanley Kubrick a été nominé en tant que plus mauvais réalisateur pour Shining. C'est un film que Stephen King lui-même a décrié parce que selon lui, ça ne représentait pas bien sa vision. C'est un film qui s'en est pris plein la gueule, Shining, à sa sortie, mais aujourd'hui, qui oserait décrier Shining? D'ailleurs, Stephen King n'aimait tellement pas ce film qu'il a tenté de faire un téléfilm pour reprendre un peu mieux sa vision, mais au final, le téléfilm s'est avéré assez moyen, voire assez mauvais, et donc au final, tout le monde préfère se souvenir du film avec Jack Nicholson qui interprète un de ses personnages clés dans la carrière, le rôle de Jack Torrance, c'est comme ça. Il me semble que c'est son nom, avec son fils Adron. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Danny son fils. Je sais plus. Jack Nicholson, Shining qui est relié au film La Tour Sombre via le pouvoir du Shining, qui est aussi représenté dans La Tour Sombre. Donc peut-être si mon hypothèse de Stephen King Cinematic Universe se confirme, qui sait, on aura peut-être un remake du film ça. Et enfin, première position dans les adaptations de Stephen King, une place totalement méritée, La Ligne Verte de Frank Darabont. Alors, c'est un film avec Tom Hanks et je sais plus comment s'appelle l'acteur qui jouait le John Coffey, mais ça reste un film magnifique. C'est le film c'est un film qui te prend aux émotions. C'est à la fois un film qui te prend aux émotions, énervé par l'histoire, énervé par les prisonniers, avec des personnages totalement détestables que t'as juste envie de tuer une bonne fois pour toutes, mais aussi un film avec énormément d'émotions. Toute l'histoire de John Coffey est empreinte de on a beaucoup ont pleuré à la fin du film, beaucoup ont pleuré, je sais pas si j'ai pleuré mais ça reste un excellent film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Avec en plus récemment il y a Link the Sun qui a sorti une critique de ce film sur sa chaîne que je trouve très vraie et très bien analysée. Honnêtement, je vous encourage à aller le voir. J'ai pas grand chose à dire sur ce film tellement il est excellent. À part 2-3 petits détails qui ont déjà été exposés, mais c'est des petits détails, plus des détails de chipotage plutôt qu'autre chose. Honnêtement, je vous le recommande ce film si vous voulez, mais par contre préparez les mouchoirs, parce que ce film va vous arracher des larmes. Voilà, c'est un très beau film, faut le voir, mais faut le voir avec une boîte à mouchoirs pas loin de soi.
Donc, c'était un peu le classement, votre classement sur le sondage. Quelle est selon vous la meilleure adaptation des romans de Stephen King? J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. Moi, d'ici là, je vous donne rendez-vous pour les prochaines critiques. Et si le son du micro est concluant, si ça rend bien, il n'est pas impossible que je me mette enfin à certains projets que j'avais en tête, de les mettre enfin en œuvre. Voilà, mais tout dépendra de la qualité finale du micro. Voilà. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!